aventures de la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzeles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. Henri Minzeles, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la presse yiddish aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons descendre un peu plus au sud et nous allons parler de la presse yiddish en Amérique latine. C'est ça. Alors, l'Amérique latine, ça commence en Amérique du Nord, au Mexique, comme chacun sait, et ça s'arrête, si je puis dire, à la Terre de Feu, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'extrême sud. Il ne faut pas confondre l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Voilà. Mais je dis bien que l'Amérique latine commence en Amérique du Nord et se termine au sud de l'Amérique du Sud. Ceci étant, je pense qu'il y a deux caractéristiques principales. La première, c'est que la majorité des gens qui se sont installés, que ce soit au Mexique où la communauté est la moins nombreuse, ou en Argentine où la communauté est la plus nombreuse, comme au Brésil, étaient des personnes qui venaient de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. Ça, c'est la première chose. C'est donc, Première généralité. La première généralité, ce sont des immigrants. La deuxième généralité, ce sont des yiddishophones. Et la troisième généralité, ce sont des gens de gauche. Donc, à partir de ces trois vecteurs, origine, donc Europe centrale, yiddishophone et gens de gauche, c'est ça qui a donné... Je t'arrête tout de suite. Pourquoi des gens de gauche? Pourquoi des gens de gauche? Par exemple, que les immigrants qui sont venus aux États-Unis, par exemple. Il se trouve que ces immigrants qui venaient d'Europe centrale et orientale sont arrivés un peu plus tard que ceux qui sont venus à New York, c'est-à-dire au début du siècle, dans les années 10. Et deuxièmement, et ceci est très important, ils étaient porteurs d'une idéologie qui existait à ce moment-là en Europe centrale et orientale, puisqu'il y avait des partis politiques de gauche. Il y avait donc tout un ensemble qui fait qu'ils sont arrivés avec cela à la semelle de leurs souliers, si je puis dire. Voilà. Alors, quels sont les pays? Nous ne pouvons pas parler, bien entendu, de chacun des pays d'Amérique latine, encore qu'il y ait eu des vagues d'immigrants juifs dans pratiquement chaque pays. Il y avait des communautés juives dans chaque pays, mais les communautés les plus importantes, les plus implantées, c'était surtout l'Argentine, et c'est encore aujourd'hui l'Argentine, le Brésil et le Mexique. C'est ça. Oui, bien entendu, il en est arrivé aussi en Uruguay, en Paraguay, en Bolivie, mais enfin, on ne va pas s'amuser à citer tous les pays de l'Amérique centrale, du Nord, centrale et du Sud, n'est-ce pas? Mais effectivement, je pense que le principal pays sur lequel il faut s'arrêter, c'est l'Argentine. Une petite question préliminaire tout de même. Est-ce que, par exemple, la petite communauté juive de Panama ou du Pérou, est-ce que ces petites communautés avaient ou ont encore aujourd'hui leurs propres journaux yiddish, ou est-ce qu'ils lisaient les journaux yiddish venus des pays des autres pays d'Amérique latine? C'est ça. C'était des pays limitrophes. Il y a eu des journaux qui ont été plus ou moins éphémères et qu'on ne peut pas citer parce que tel journal a apparu, Volksstimme a apparu, disons, à Caracas en telle année. Ça a duré bon an, mal an. Ça a duré, disons, une dizaine d'années, puis ça a disparu. Un tirage très modeste, une clientèle d'ailleurs, un lectorat très petit. Donc, je ne dis pas que c'est négligeable, je dis que par rapport à l'ensemble de la presse d'Amérique latine, cela ne représente pas grand-chose. Alors toujours à propos des généralités, ce sera peut-être le dernier point que nous abordons avant de parler de chacun de ces grands pays. Lorsque l'on connaît des juifs venus d'Amérique latine, aujourd'hui on est frappé par le fait que les jeunes juifs d'Amérique latine parlent encore le yiddish. Beaucoup ont appris le yiddish à l'école et ça reste un des derniers endroits au monde où le yiddish a une place importante et très vivante encore aujourd'hui dans l'enseignement juif. Parce qu'il y avait et il y a toujours des écoles en yiddish. Et je vais citer un cas qui est très particulier et infiniment caractéristique. Celui qui est à la tête de la bibliothèque Medem en tant que professeur de yiddish et en tant que bibliothécaire s'appelle Yitzhak Niborski. C'est un garçon qui parle un yiddish merveilleux. Il roule un peu les airs à l'espagnol, mais ça,
ce n'est pas grave, mais c'est un garçon qui a été formé justement dans les écoles yiddish de Buenos Aires, et ceci est des écoles séculières, et ceci est très important. Comment expliquer cette importance du yiddish en Amérique latine? C'est que il faut dire qu'au début, lorsque les Juifs sont arrivés, ils se sont trouvés au contact d'une civilisation, d'une langue qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils se sont groupés, et ça c'est tout à fait normal, c'est une chose qu'on observe partout. Les Juifs arrivaient ou débarquaient dans un pays, ils vivaient entre eux. Ceci, nous l'avons vu la fois précédente aux États-Unis. Ceci s'est fait de la même manière dans des pays qui n'étaient plus à ce moment-là anglophones, mais hispanophones ou portugaisophones, si je puis m'exprimer ainsi. Par conséquent, il y a eu cette prégnance. Il y a eu aussi le fait que la culture yiddish, la culture juive dans les pays de l'Est était très forte, et elle a donc suivi les émigrants, c'est ce que je disais il y a un instant, non seulement leur idéologie, mais leur langue. Cette langue yiddish a été vraiment un terreau extrêmement important pour la continuité, pour ce qu'on dit en yiddish, ou en hébreu, le hemsher du judaïsme. Et ceci explique donc que les écoles yiddish ont perduré pendant très longtemps, et il y en a encore à l'heure actuelle, et donc il y avait donc une presse yiddish qui allait de pair. Alors, on commence par quoi? L'Argentine, le Brésil ou le Mexique? Je propose qu'on commence par l'Argentine, mais je vais dire pourquoi. Parce que l'Argentine, c'est là où la population juive a été la plus nombreuse. Elle était de l'ordre de 350 000, elle a même atteint 400 000 personnes. 400 000 personnes pour un pays qui, à l'époque, devait en faire, je parle d'avant la guerre, devait faire quelque chose comme une quinzaine de millions d'habitants, c'est quand même assez important. Et c'est d'autant plus important que il y a eu d'abord vraiment la presse yiddish a été, je ne dirais pas l'intégralité de la presse juive, mais vraiment la très très grande majorité, suivie de très loin d'ailleurs par la presse hébraïque et par la presse espagnole. Je parle juive espagnole, judéo-espagnole. Et ceci bien après, dans le temps, et bien après, en ce qui concerne le nombre. C'est ainsi que le premier journal apparu en 1898, et un journal très connu s'appelait Volksstimme, donc le journal du peuple, qui apparut jusqu'en 1914, qui est devenu quotidien d'ailleurs dans les années 10, et qui a été relayé par un autre journal qui s'appelait Die Jiddische Zeitung, qui de 1914 à 1918 a été un quotidien. Par la suite, c'est un journal qui s'appelait Die Presse, oui, Jiddische Zeitung, ça veut dire le journal yiddish, c'est évident, et qui a été poursuivi par Die Presse, c'est-à-dire la presse, un autre journal yiddish également quotidien. La tendance, disons, pro-sioniste, je crois qu'on a dit à une des précédentes émissions que il y a eu vraiment la presse yiddish a été très politisée. Ce journal Die Presse a donc été pro-sioniste, menait une politique, disons, axée sur le social. Mais curieusement, on peut dire que le tirage n'a pas été très important. Je ne pense pas qu'il ait dépassé les 10 000 exemplaires, alors que le Moment, par exemple, à Varsovie, tirait à 70 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un journal yiddish. Je voudrais quand même terminer sur l'Argentine avec des journaux périodiques qui ont paru. Il y en est deux du moins qui étaient très, très connus à l'époque. Je dis à l'époque parce que tout ça n'existe pour ainsi dire plus, n'est-ce pas? C'était un mensuel, Literarische Blätter, et un autre journal qui s'appelait Dafke, qui, comme chacun sait, signifie justement. Encore un mot, un journal a été également quotidien, donc il y a même eu 3 quotidiens à l'époque. C'était Der Tag, c'est-à-dire le jour, qui était quotidien en 1913. Ja ba bam bam bye ba bam bam bye 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 ba bam ba bam bam bye ba bam bye yam bam bye ba bam bam lam mir ze khiberbetten iberbetten stell dem samovar lam mir ze khiberbetten sei jenisch keinar lam mir ze khiberbetten sei jenisch keinar yam bye bye ya bam bye bam bam ba ba bye yam bye bye ya bam bye 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 ya bam ay lam mir ze khiberbetten iberbetten koibje pomeranzen lam mir ze khiberbetten lam mir gehen tanzen lam mir ze khiberbetten lam mir gehen tanzen ya bam bam bye 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 ya bam 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 ya bam bye 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 ya bam
Lass mir nicht sein wie Goyim, lass mir nicht sein wie Goyim, lass mir sich überbetten, lass mir schreiben Neuem, lass mir sich überbetten, lass mir schreiben Neuem. Hey, am Bein, bei ja, bam, bei, ja, bam, bam, bei, ay, ja, ja, bam, bei, hey, ja, di, dai, 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 dam, dam, dai, 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 dam, dam, dai, 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 Henri Minzeles, après la presse yiddish en Argentine, eh bien, il y a également le Mexique. Alors, quand on pense à l'Argentine, on pense à une communauté juive très importante et avec des couches sociales très diverses. La communauté juive mexicaine, par contre, était, enfin, en tout cas aujourd'hui, nous allons parler de son histoire, mais aujourd'hui est une communauté extrêmement riche. Oui, justement. Avant la guerre, enfin dans l'entre-deux-guerres, la communauté mexicaine était très peu nombreuse. Elle n'a jamais dépassé 60 ou 70 000 personnes, donc relativement faible. Il faut dire aussi que d'ailleurs, sur le plan de la presse yiddish, c'était assez faible également, puisqu'on peut parler d'un journal qui a été bimensuel, qui a réussi à devenir hebdomadaire pendant un certain temps, et qui s'appelait le Mexicaner Yiddish Leben, c'est-à-dire la vie yiddish au Mexique, et qui avait paru en 1927. Un hebdomadaire apparu en 1970, qui s'intitulait Der Weg, c'est-à-dire la voie ou le chemin. Et en 1939, à un moment donné, il y a même eu un journal qui a été tri-hebdomadaire pendant peu de temps, à un tirage très limité, mais quand même avec son lectorat, et qui s'intitulait Die Stimme, c'est-à-dire la voix. Je pense que sur le Mexique, on ne peut pas dire grand-chose parce que le Mexique a eu ses propres journaux, disons juifs, mais d'expression linguistiquement parlant espagnole. Par contre, je crois qu'on pourrait plutôt parler maintenant du Brésil. Eh bien, nous vous écoutons. Alors, le Brésil, il faut bien comprendre que le Brésil, on ne parle pas espagnol, c'est un pays latino-américain, mais on parle portugais. Alors là, il y a à peu près le même phénomène que nous avons observé en Argentine. Il y a eu une collectivité juive qui s'est implantée au Brésil, qui s'est portuganisée, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais qui longtemps a eu un caractère yiddish. À la différence de l'Argentine, où la majeure partie des gens juifs, enfin des juifs vivaient à Buenos Aires, pour ce qui est du Brésil, ils vivent toujours dans deux centres principaux, São Paulo, ou Sao Paulo, comme on dit en français, et Rio de Janeiro. Ça a représenté dans l'entre-deux-guerres environ, au total, entre 150 et 200 000 personnes. Et alors, il y a eu aussi, la presse yiddish a vécu depuis 1915, ça a été le premier journal qui a été fondé, jusqu'en 1988. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans seulement, après 73 ans d'existence, la presse yiddish a disparu. L'explication, on peut la donner, c'est à la fois l'assimilation, c'est aussi le fait qu'il y a quand même la culture portugaise qui est très prégnante, c'est aussi que nous n'avons plus affaire à des immigrés qui venaient d'Europe centrale et orientale, mais non pas à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants. Mais ça, c'est un phénomène que nous verrons un peu plus tard à la fin de nos émissions, le pourquoi de la chose. Et on peut citer qu'il y a eu sous le plan de la presse yiddish, il y a eu un quotidien, mais dont la réussite a été tout à fait partielle, qui a existé, qui a disparu, parce que ça représentait quand même pas mal de moyens. Il y a eu un tri hebdomadaire qui était Der Neue Moment, c'est-à-dire le moment nouveau, si je puis dire, si je le traduis bien, et des hebdomadaires comme Die Yiddische Presse ou des Menschheit. Die Menschheit, c'est l'humanité. Vous voyez un peu la coloration politique. Effectivement, c'était un journal qui a été un peu le compagnon de route, disons, du communisme de cette époque. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire à peu près sur le Brésil, mais on risquerait de s'étendre longtemps sur ces pays. Mais j'insiste beaucoup sur... Et je reviens à la case départ, sur les 700 000 juifs qui vivent en Amérique latine. Eh bien, la presse yiddish a eu son heure de gloire. Elle a eu quand même plusieurs décennies de parution dans les différents domaines de l'esprit, que ce soit le domaine littéraire, mais aussi le domaine politique qui était prépondérant.
malheureusement, il ne reste pas grand-chose, sauf peut-être encore en Argentine, en tout cas à Buenos Aires. Une dernière question, Henri Minzales. Le Brésil, l'ensemble de l'Amérique latine, c'est très loin, c'est très très loin de l'Europe centrale. Est-ce que les relations entre les yiddishistes, yiddishophones et autres juifs de ces pays avec les intellectuels juifs, les yiddishistes, les yiddishophones d'Europe centrale, est-ce que ces relations étaient tout de même très 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 suivies? Très suivi, très proche d'ailleurs, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vrai que Buenos Aires était à plus de 10 000 km de Varsovie. Il n'en demeure pas moins vrai que tout ce qui se disait, et il ne faut pas oublier que l'Europe centrale et orientale, dans l'entre-deux-guerres, ça a été la montée des périls à partir des années 30, et les Juifs étaient extrêmement conscients, je parle des Juifs qui vivaient en Argentine, étaient extrêmement conscients de ce qui se passait lorsque Hitler a pris le pouvoir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et sous ce rapport-là, je dis bien sous le plan politique, il y a eu énormément de relations entre les Juifs d'Amérique latine et les Juifs de la vieille Europe. Henri Minzales, je vous remercie. La prochaine fois, nous franchirons l'Atlantique une nouvelle fois et nous nous promènerons à travers l'Europe occidentale. C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposées par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.